Nous sommes le 31 janvier 1971. Il est 21h32 UTC, soit 22h52 heure française. À ce moment, une Saturne V s'élance du pas de tir LC-39A de Cap Canaveral. Ce monstre de 110 mètres de hauteur sur 10 mètres de large élance ses 3000 tonnes vers le ciel. À son bord, les astronautes Alan Shepard, Edgar Mitchell et Stuart Roosa décollent vers la Lune pour la mission Apollo 14. La mission décolle près d'un an après Apollo 13, qui décolla le 11 avril 1970. L'incident survenu pendant Apollo 13, et qui a failli coûter la vie à son équipage, aura en effet retardé le calendrier des vols d'Apollo, et est, d'ailleurs, probablement l'une des raisons de l'annulation des missions Apollo 18, 19 et 20. Mais, même si Apollo 13 aura encore sûrement l'occasion de revenir sur cette chaîne, ce n'est pas le sujet de cet épisode. Afin de célébrer les 50 ans d'Apollo 14, je vous propose donc pour cet épisode de partir vers la Lune pour revenir sur l'une de ces missions historiques du programme Apollo. Et également sur l'une des anecdotes les plus insolites du programme. Mais avant de pleinement commencer cet épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, mais surtout à le partager et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Vous pouvez également venir discuter en commentaire, je me ferai une voix de vous lire et d'essayer de vous répondre. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, on se retrouve après le générique. Nous revoici donc après le générique, toujours près de ce bon vieux pas de tir LC-39A. La Saturne V qui lance Apollo 14 est déjà bien haute dans le ciel maintenant, et après avoir fait fonctionner son premier étage pendant 2 minutes et 44 secondes, le premier étage S1C se sépare, et c'est alors le second étage S2 qui prend la relève pour placer le train lunaire en orbite. 3 minutes et 20 secondes après le lancement, la tour de sauvetage, désormais inutile, est éjectée et à T plus 7 minutes et 43 secondes, le moteur central du second étage S2 s'éteint, comme prévu. Les 4 autres, eux, resteront encore allumés un peu moins de 2 minutes, jusqu'à T plus 9 minutes et 19 secondes. Bref, le second étage fonctionnera parfaitement et comme il était prévu. Pourquoi suis-je en train de vous parler de ça dans ce cas? Très bonne question. Durant la mission Apollo 13, près d'un an plus tôt, le moteur central du S2 s'était en effet éteint prématurément à cause d'un effet pogo. Sans trop rentrer dans les détails, l'effet pogo est une vibration créée par de fines instabilités de combustion dans les moteurs à carburant liquide. Même s'il existe des techniques pour les faire disparaître, ces oscillations peuvent avoir des conséquences graves. Elles sont, par exemple, la cause de l'échec du vol inaugural du lanceur soviétique N1, qui devait envoyer des humains sur la Lune lui aussi. Mais la N1 étant totalement un autre sujet, je vous propose de revenir à Apollo 14 et de la rajouter à la liste des nombreux sujets qui seront traités un jour. 9 minutes et 20 secondes après le lancement, c'est le troisième étage S4B qui se sépare et s'allumera 3 secondes plus tard. 3 heures et 2 minutes après le lancement, le module de commande et de service se sépare du S4B, qui a maintenant fini d'envoyer les astronautes vers la Lune après 2 mises à feu, respectivement de 2 minutes 20 et 5 minutes 51. Comme vous le savez probablement, le train lunaire n'est pas entre guillemets assemblé pendant son lancement. Le LEM, le module lunaire donc, est situé en dessous du module de commande et de service. Ce choix s'explique aisément, ne serait-ce que pour la sécurité des astronautes. La capsule, qui doit rentrer dans l'atmosphère et contient les astronautes, se trouve en effet au-dessus du module de service. Il est donc logique
qu'elle soit dégagée et prête à s'arracher de son lanceur à l'aide de la tour de sauvetage en cas d'incident grave pendant le lancement. C'est pour cette raison que le module de commande et de service, abrégé CSM, est surnommé pour cette mission Kitty Hawk, et le LEM, surnommé pour cette mission Antares, sont séparés dans le S4B. Pour l'anecdote, le surnom de Kitty Hawk vient de la ville de Caroline du Nord du même nom, où les frères Wright voleront pour la première fois. Antares, le LEM, lui, doit son nom à l'étoile de la constellation du Scorpion. Pour en revenir au CSM et au LEM, le CSM doit donc se séparer du S4B, se retourner et aller s'amarrer au LEM, qui sera ensuite séparé du S4B, la mission étant déjà en route vers la Lune et n'ayant plus besoin de cet étage. Seulement, pour Apollo 14, les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Il faudra près d'1h40 et 6 tentatives, contre près de 13 minutes et 1 tentative pour Apollo 13, pour réussir à amarrer les deux véhicules. Le problème était malheureusement lié à un dysfonctionnement du port d'amarrage, et plus précisément au système de capture du CSM, même si l'anomalie n'est pas encore entièrement expliquée à ce jour. Finalement, le 4 février 1971 à 7h05 UTC, fuseau horaire que j'utiliserai pour cet épisode, l'équipage s'insère en orbite lunaire. Finalement, le 5 février, c'est le grand jour. Le LEM se sépare du CSM à 4h50 et l'alunissage, lui, a lieu près de 4h30 plus tard, à 9h18. Apollo 14 se pose dans la région de Framoro. Cette région, relativement accidentée, est une formation probablement créée par un impact, j'y reviendrai, dont les roches sont alors suspectées de venir de 160 km sous la surface de la Lune, ce qui s'avère d'un grand intérêt scientifique. En parlant de science, Apollo 14 embarque le traditionnel Apollo Lunar Surface Experiment Package, abrégé ALSEP. Là aussi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'essentiel à en retenir, c'est qu'il s'agit d'un groupe d'instruments qui sont déployés par les astronautes à la surface de la Lune. On retrouve, ainsi, 2 sismomètres. Le premier est un sismomètre dit passif qui mesure les mouvements basse fréquence du terrain et dont l'objectif sera d'aider à observer la structure interne de la Lune, plus précisément de la région de Framoro. Le sismomètre passif, nommé PSEP, est également autonome. Il dispose de son propre système d'alimentation et de communication. Le sismomètre actif, lui, est relié au reste de l'équipement. En parlant du reste de l'équipement, on retrouve aussi un détecteur d'ions, un détecteur de particules, mais aussi des petits bonus, comme un réflecteur laser et un magnétomètre. Pour ce qui est des nombreux échantillons ramenés par la mission Apollo 14, ils feront partie des plus complexes à analyser. C'est d'ailleurs grâce à eux que l'on pourra mieux identifier le creep. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur Tiange 5, mais pour ceux qui l'auraient raté, le creep est une roche issue du magma, que l'on retrouve souvent dans les zones d'impact ou d'anciennes activités volcaniques de notre satellite. K est le symbole du potassium. REE signifie Rare Earth Element, des terres rares donc, un groupe de métaux. Et enfin, le P signifie phosphore. Les roches ramenées par Apollo 14 permettront également de dater l'impact qui a formé la mer des pluies, et ce, à 3,84 milliards d'années. D'autres roches, plus anciennes, de 3,96 milliards d'années, permettront de mettre en avant une activité volcanique dans la mer des pluies, avant l'impact qui la forma. Ces échantillons permettront également de préciser que la région de Framoro est le résultat d'éjecta de l'impact d'un astéroïde d'une centaine de kilomètres qui créa la mer des pluies. Ensuite, il y a 25 millions d'années, un autre impact viendra créer le cône cratère, perforant l'éjecta et permettant la récolte d'échantillons d'Alan Shepard et d'Edgar Mitchell. En plus de tout cela,
Et pour un peu quitter la violovie lunaire et retourner s'enraciner sur Terre, Stuart Roosa, resté dans le module de commande et de service, embarqua près de 500 graines d'arbres qui deviendront les fameux Moon Trees et leur descendance. Roosa était en effet un ancien parachutiste qui intervenait sur les feux de forêt, et son directeur du service des forêts lui proposa de les embarquer. On y retrouve différentes variétés: sapins de Douglas, sycomore, liquidambar, séquoia et enfin des pins à encens. Enfin, et avant de terminer cet épisode, l'anecdote promise. Alan Shepard embarqua en effet en toute clandestinité un club de golf et 2 balles. D'après Shepard, commandant de la mission, la première balle ira à 20 mètres et la seconde à 200. Edgar Mitchell, lui, affirmera plus tard que la première balle ne quitta pas le sol et resta enracinée dans la poussière lunaire, et la seconde ne parcourut qu'une vingtaine de mètres. Quoi qu'il en soit, et pour se réconforter d'Apollo 13, Apollo 14 est un succès total, et, le 6 février à 18h48, les astronautes quittent le sol lunaire. À 20h35, l'étage de remontée du LEM et le CSM s'amarrent, avant que l'étage de remontée, devenu inutile, soit largué à 22h48. Le 7 février à 1h39 du matin, le module de commande et de service met son propulseur à feu et l'équipage entame alors son retour vers la Terre. Avant de dire au revoir à la Lune, et en dernière anecdote, l'équipage aura l'occasion de photographier le cratère d'impact du S-4B d'Apollo 13 et le leur, les S-4B des missions Apollo ayant été envoyés s'écraser sur la Lune. Cette manœuvre, qui peut sembler un peu barbare, permettait d'étudier la structure interne de la Lune à l'aide de sismomètres installés. Enfin, le 9 février à 20h35, la capsule se sépare du module de service avant de commencer sa réentrée à 20h50. Enfin, à 21h05, l'équipage se pose, sain et sauf, au sud de l'océan Pacifique avant d'être récupéré à bord du USS New Orleans. C'est donc sur ceci que va se terminer cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.